Bonsoir et bienvenue sur BFM TV. Très heureuse d'être avec vous pour ce tout nouveau rendez-vous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Voici le programme de votre soirée. Et c'est un cauchemar pour les vacanciers qui sont de retour à Paris. Un orage perturbe en ce moment le trafic aérien. 20% des vols sont annulés à l'aéroport de Paris-Orly. Nous serons sur place. Vous pensiez que François Bayrou était lâché de toutes parts? Eh bien non. Il vient de recevoir un soutien depuis qu'il a annoncé se soumettre à un vote de confiance. Et c'est un soutien de taille, celui d'Emmanuel Macron. Vous entendrez dans un instant le président de la République. La rentrée sociale s'annonce électrique. Après le mouvement Bloquons tout le 10 septembre, l'intersyndicale prévoit une journée de mobilisation le 18 septembre. Des blocages sont prévus partout en France. Personne ne sera épargné. Nous ferons le point. Et pendant que la colère monte dans le pays, eh bien, la guerre progresse aux portes de l'Europe. Nous partirons en Ukraine où 100 000 soldats russes se tassent à l'est du pays. C'est le président ukrainien qui sonne l'alerte. Voilà pour le programme. BFM Grand Soir, c'est parti. Et nous partirons dans un tout petit instant à l'aéroport de Paris-Orly pour comprendre exactement quelles sont ces perturbations et si ça évolue. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Pauline Pioche. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Bonsoir à tous. La France n'a jamais eu autant besoin de la gauche. Voilà ce que pense le premier secrétaire du Parti socialiste. Déclaration alors que le gouvernement de François Bayrou pourrait tomber le 8 septembre prochain après le vote de confiance. Olivier Faure qui assure que son camp est une solution d'avenir. Oui, il est temps de remettre de la couleur dans nos vies. Un autre avenir est possible. Voilà ce que tout gouvernement devrait entreprendre. Et puisque celui-ci ne le comprend pas, eh bien, ce sera le suivant. Et nous sommes volontaires pour être les suivants. Oui, il existe une vision alternative. Et ce n'est pas Bayrou ou l'apocalypse. Et dès demain, ce sera son projet ou le nôtre. Le Premier ministre qui va entamer dès la semaine prochaine différents rendez-vous avec les différents partis politiques. Et puis dans ce contexte, ce n'est donc pas un rendez-vous mais bien deux qui s'apprêtent à arriver au mois de septembre après l'appel à bloquer le pays le 10 septembre prochain. L'intersyndicale donne un autre rendez-vous, ce sera le 18. À noter que les 4 syndicats majoritaires de la RATP ont d'ores et déjà appelé à la grève. Et puis de son côté, Emmanuel Macron présidait aujourd'hui un conseil des ministres franco-allemands. C'était à Toulon en présence du chancelier. Dans un contexte où les négociations semblent bloquées entre l'Ukraine et la Russie, les deux hommes parleront à Donald Trump ce week-end, c'est ce qu'ils ont affirmé. Le président français qui a déclaré vouloir maintenir la pression sur la Russie. Cette paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut aussi le président ukrainien. Et où on le voit bien, l'écart qu'il y a entre les prises de position dans les sommets internationaux ou avec les autres dirigeants du président Poutine et la réalité sur le terrain montre à quel point celui-ci est insincère. Nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions, en même temps que nous devons contenir notre soutien. L'actualité également ce soir, c'est cette agression qui a eu lieu à Neuilly-sur-Seine, c'est en région parisienne. Un homme qui a menacé avec un couteau 3 personnes. Ça s'est passé à proximité d'une synagogue. L'une des victimes dit avoir été victime de menaces antisémites. Le suspect a été interpellé. Réaction, vous le voyez, du maire de Neuilly-sur-Seine. L'antisémitisme du quotidien appelle une vigilance de tous les instants. Réaction sur X. Et puis 10 anciens élèves de l'établissement catholique Saint-Stanislas à Nantes dénoncent des abus sexuels. 5 prêtres et un surveillant sont accusés. Tous les prêtres sont aujourd'hui décédés. Les faits se seraient déroulés entre 1950 et 1990. En 2021, des messages comme des viols commis par les hommes. C'est ce qui a été tagué sur les murs de l'établissement. Voilà, Émilie, pour l'essentiel de l'actu. Merci beaucoup, Pauline Pioche. On revient dans un tout petit instant. Évidemment, nous partirons à l'aéroport de Paris-Orly avec cette information. C'est un orage qui perturbe le trafic aérien et qui est à l'origine de 20% de vols annulés. Nous serons sur place, nous serons à vos côtés, puisque certains se demandent encore s'ils vont bien pouvoir rentrer chez eux. À tout de suite sur BFM TV.
Bonsoir et bienvenue dans BFM Grand Soir. J-3 avant la rentrée scolaire et certains ont bien du mal à rentrer chez eux. C'est le cas pour de nombreux vacanciers qui sont de retour dans la capitale. Un orage perturbe le trafic aérien. 20% des vols sont annulés à l'aéroport d'Orly ce vendredi. Nous partons sur place pour aller retrouver notre journaliste Naoufel El Kawafi. Bonsoir. Quelle est la situation sur place à l'heure où l'on se parle ? Eh bien écoutez, il faut prendre son mal en patience parce que ces perturbations, elles vont durer une bonne partie de la soirée, au moins jusqu'à 23h30. C'est ce qu'on nous explique ici du côté de l'aéroport de Paris. Alors effectivement, ces annulations, elles sont dues à la météo, cet orage, cette pluie accompagnée de grêle qui perturbe fortement le trafic aérien. En fait, ça rend quasi impossible l'atterrissage ou le décollage de plusieurs avions. Résultat, ce soir encore, vous avez un avion sur 5 qui est annulé. Alors dit comme ça paraît pas énorme, mais rendez-vous compte, on est en pleine période estivale, la fin des vacances scolaires, la rentrée dans 3 jours. Donc ça représente plusieurs dizaines d'avions qui sont annulés ce soir, plusieurs centaines de voyageurs avec qui on discute depuis tout à l'heure, qui nous expliquent qu'il faut prendre son mal en patience, il faut trouver une solution de dernière minute. Beaucoup qui ne savent pas s'ils pourront rentrer chez eux ce soir. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-uns qu'on a rencontrés tout à l'heure avec Aristide Sadna. Moi à la base je devais aller à Amsterdam, faire une visite culturelle en famille. Du coup ouais, très déçu et je vois qu'on est pas mal impacté par cette situation. Bon, c'est pas la première fois. Genre, je suis allé il y a quelques temps en Grèce. J'ai eu 4-5 heures de retard. On est arrivé à l'aéroport à 3 heures, 2 heures avant l'horaire prévu pour le départ. Et quand nous sommes arrivés à le check-in, le check-in était déjà fait. Pour déposer les bagages, on a dit le vol est annulé, vous partez demain. Alors ce soir, l'aéroport de Paris nous a confirmé avoir renforcé le nombre de personnels pour pouvoir aider au maximum les différents voyageurs à trouver une solution en espérant un retour à la normale ce soir, au mieux demain matin. Merci beaucoup Naoufel El Kawafi depuis l'aéroport de Paris-Orly. On va retrouver maintenant Éléonore Bocara, notre journaliste météo. Bonsoir Éléonore, on va tenter de mieux comprendre ce qu'il se passe puisque visiblement tout cela est dû à cause d'un orage. Mais est-ce que c'était attendu, Éléonore ? Alors en effet, c'était vraiment attendu et ce sont même des orages auxquels on a pu assister aujourd'hui. Nous avions bon nombre de départements placés en vigilance jaune, mais jaune, ce n'est pas vert et donc bon nombre de ces départements en vigilance orage. C'est encore le cas pour ce soir. Certains seront levés au niveau de la vigilance en cours de soirée. Pour d'autres, ça va se poursuivre en cours de nuit, pour la Corse notamment. En cause, et bien toujours Erin, cet ex-ouragan devenu dépression situé actuellement vers l'Écosse et qui nous a envoyé une perturbation qui a traversé le pays d'ouest en est et derrière cette perturbation, un ciel de traîne bien actif avec de nombreux impacts de foudre. On en a relevé plus de 13 300 au cours de la journée. Nous avons également eu de belles rafales de vent jusqu'à 110 km/h en Corse, 86 km du côté de Nevers, ce n'est pas anodin. De la grêle, on en a parlé, de la pluie avec de bonnes intensités pluvieuses. À Paris, par exemple, vers 19h, quand on a eu cet orage bien présent, on a relevé 13 mm en seulement 12 minutes. Donc 13 litres d'eau au mètre carré. Si cela avait duré plus longtemps, 1 heure par exemple, ça aurait été l'équivalent d'un mois de pluie. Et pour l'anecdote, on a perdu 4 degrés en un quart d'heure à ce moment-là. Et donc, Éléonore, d'après ce que l'on comprend, c'est une situation problématique pour les aéroports. Bien évidemment. Alors pour comprendre pourquoi c'est problématique, c'est vraiment l'instabilité qui pose problème. On regarde comment fonctionnent ces nuages générateurs d'orage qu'on appelle les cumulonimbus. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur ? Eh bien, c'est comme un tambour de machine à laver. C'est vraiment particulièrement intense. Nous, on ressent de la pluie, de la grêle, du vent, mais à l'intérieur de ce nuage, c'est vraiment le chaos. C'est-à-dire qu'on a l'air chaud qui remonte, l'air froid qui redescend et avec des rafales de vent qui peuvent atteindre les 80 voire 100 km/h dans les supercellules orageuses les plus puissantes. Et donc avec cet air ascendant, descendant en permanence, c'est particulièrement déstabilisant pour les avions. S'ils sont en vol, ils sont au-dessus de ces nuages, mais s'ils sont au décollage ou à l'atterrissage, ils peuvent se retrouver confrontés finalement à cette instabilité particulièrement marquante, d'où la décision de reporter par exemple les vols. Merci beaucoup Éléonore Bocara pour toutes ces informations
On est aussi avec Jean Serra. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous, consultant aéronautique BFM TV. Vos lumières vont être très précieuses pour bien comprendre ce qu'il se passe. Puisque vous avez l'habitude des avions, vous en avez piloté des tas. Oui, j'en ai rencontré plusieurs des cumulonimbus. Et alors, est-ce que c'est si dangereux que ça? C'est ce qu'Éléonore nous expliquait. L'atterrissage et le décollage est fortement déconseillé dans ces cas-là? Même impossible? Bien sûr. Pourquoi? On va dire qu'il y a 4 causes principales qui touchent Orly, par exemple, ce soir. La première chose, c'est que, on vient de le dire, des trombes d'eau qui descendent, voire de la grêle. Bien sûr, s'il y a des trombes d'eau, on voit moins. On a une vision qui se diminue énormément. Si bien que là où vous verriez, par exemple, la piste à 1 km ou 2 km, là, s'il faut, à 500 mètres, vous la voyez toujours pas. Donc un problème de visie. La deuxième chose, c'est il tombe des trombes d'eau. Et bien sûr, tout le monde le sait en voiture, lorsqu'il y a beaucoup d'eau sur la route, que vous allez vouloir freiner, la voiture se met à glisser, ce qu'on appelle l'aquaplaning. Et cet aquaplaning, il est proportionnel à la vitesse. Donc imaginez-vous qu'avec un avion, lorsque vous arrivez à quelques 240-250 km/h sur une piste inondée, vous allez freiner, les pneus vont faire de l'aquaplaning, c'est-à-dire qu'ils ne touchent plus la piste, et donc l'avion freine pas, vous allez sortir de piste. La troisième chose, on vient de parler du cumulonimbus avec ce grand courant ascendant, avec de l'air chaud qui monte à des vitesses de 80, 100, voire plus de 100 km/h, et sur les côtés, ça redescend avec l'air froid, et ça descend à 50, 60, 70 km/h devant. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'avion il va partir vers le haut, et tout de suite après, il va partir vers le bas. Et un coup, vous allez voir la piste à droite, un coup, la piste à gauche. C'est donc très difficile à manœuvrer. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? Le contrôleur aérien, ou vous demandez au contrôleur aérien de faire un stack d'attente. C'est-à-dire, vous attendez le temps que l'orage passe. Vous allez attendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Pendant ce temps, vous vous posez pas. Et si tous les avions attendent, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont tous vouloir venir se poser au même moment. Donc ça va créer des retards en cascade, ce qui amène que des avions qui se trouvent à l'autre bout de la France, ils vont demander l'autorisation de décoller, on va leur dire non, attendez, là c'est plein à Orly, il faut d'abord se débarrasser de ceux qui n'ont pas pu se poser, ensuite vous pourrez décoller. Ça amène donc crescendo. Est-ce que ça peut s'anticiper tout ça, ou alors oui, ça s'anticipe déjà. On est obligé d'annuler la météo, on la connaissait, on savait qu'il y avait des grains particulièrement forts sur la région parisienne qui allaient démarrer aux alentours de 17h et qui allaient aller jusqu'à 22h30, 23h, avec vraiment une partie extrêmement importante aux alentours de 19h. C'est ce qui s'est passé. Bon, derrière, le front est passé, le cumulonimbus est passé, la météo sera meilleure. Mais je vous rappelle que Orly est fermé la nuit. Donc, on va rattraper quand? On va rattraper demain matin. Donc, il y a plein de gens qui devaient partir ce soir. Eh ben, ils pourront partir que demain. Et ils vont dormir où? Qui va s'occuper d'eux? C'est toute la problématique qu'il y a à Orly et dans des aéroports pour des gens qui voulaient venir vers Orly, qui est en ce moment vraiment critique pour beaucoup de passagers. Mais justement, dans un instant, nous serons avec le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports qui pourra nous expliquer justement ce qu'il adviendra de tous ces usagers. Bonsoir, je vous vois à l'écran, je viens vous voir dans un tout petit instant. Je voudrais juste vous faire commenter une image, Jean Serra. Une image d'ailleurs que vous nous avez montrée très impressionnante. C'est un avion d'Air France qui partait hier de Paris-Orly. Et alors, il se tourne complètement sur la piste. Il devait atterrir en Corse. Exactement. Cet avion, il a eu énormément de difficultés. Déjà, comme on le voit, pour partir d'Orly, il y avait des rafales de vent. Donc ces rafales de vent, ça fait comme si l'avion il allait à une grande vitesse. Donc les ailes font que, d'un seul coup, il est déporté. Il s'en va un coup à gauche, un coup à droite. Donc il a quand même réussi à décoller. Il a quand même réussi. On rappelle qu'en fait, il décollait de la Corse, de Calvi, et il venait jusqu'à Paris. Et là, ensuite, dans toute cette série de turbulences qu'il y a eu, il se trouve qu'à un moment donné, c'est pas faisable. Donc, on va être obligé de dire, on arrête le vol. C'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas vous amuser à décoller avec des gradients de vent extrêmement importants. Vous avez, si vous voulez, par rapport à la vie de tous les jours, vous avez un vent qui vient d'ouest. Il vient d'ouest toute la journée. Bon,
Là, dans un orage, non. Un coup, il va venir face à vous, puis un coup de derrière, un coup de la droite, un coup de la gauche, et avec des vents qui peuvent monter à 60, 70, 80 km/h. L'avion, vous attendiez à ce qu'il soit face au vent, d'un seul coup, il a le vent plein travers, et il va vouloir sortir de la piste. Ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. Donc c'est extrêmement dangereux, et voilà pourquoi, à un moment donné, il faut faire la priorité des priorités, c'est la sécurité. Donc vous dites non. On ne peut pas prendre le risque, on ne peut pas décoller ou on ne peut pas venir se poser à tel aéroport. Allez, on retrouve François Delétraz qu'on a aperçu il y a un petit instant. Bonsoir, vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Merci d'être avec nous. On peut le dire, ça ne pouvait pas plus mal tomber à J-3 de la rentrée scolaire. Ça, c'est sûr, et c'est un des jours où Orly est le plus chargé. Mais comme la capacité d'Orly est limitée, le seul moyen de tempérer les choses, c'était d'interdire des vols. Alors, que va-t-il advenir pour tous ces usagers qui n'ont finalement pas de vol et qui ne peuvent rejoindre la capitale ? Alors, quand les gens sont au départ d'une ville ou de province ou d'ailleurs en Europe, l'avion ne décolle pas, donc il n'y a pas de problème. Ils sont dans leur ville de départ et c'est aux escales à trouver des solutions ou aux gens à rentrer chez eux. Pour les gens qui partaient d'Orly et qui n'ont pas pu être prévenus à l'avance, c'est sûr que là, il y a une problématique, à savoir qu'il va falloir les loger cette nuit, sachant qu'on ferme l'aéroport à 23h30. Donc à partir de 23h30, il n'y aura plus de vol qui pourra partir et tous les gens qui ne sont pas partis devront partir demain matin et il n'y a pas d'autre solution que de les reloger ce soir. Alors après ça va dépendre de leur compagnie aérienne. Il y a des compagnies aériennes qui sont bien disantes et des compagnies aériennes qui sont moins disantes. Et ça, malheureusement, c'est le problème du low cost aujourd'hui, où ce sont des compagnies qui ont très peu de personnel et qui savent mal faire face aux irrégularités. Et alors, puisque ces annulations ne dépendent pas de la compagnie aérienne, on l'a dit, c'est lié à un épisode orageux, est-ce que l'usager pourra se faire rembourser ? S'il part pas, il se fera rembourser. Si la compagnie organise son départ dans un délai raisonnable, comme le dit le droit, il ne sera pas remboursé. Et c'est pas la faute de la compagnie. Il n'a pas droit à des indemnités puisque c'est une cause extérieure qui n'est pas due à la compagnie. Merci beaucoup. On est aussi avec Adèle Rollin. Bonsoir, maître. Vous êtes avocate spécialisée en droit aérien et spatial. Est-ce que ce sont des situations qui se multiplient ? Écoutez, la météo, c'est complètement... on peut vraiment pas la maîtriser avec le réchauffement climatique et effectivement les circonstances de ce type ont tendance à se multiplier. Les compagnies aériennes, comme on l'a dit, comme les autres participants à ce plateau l'ont dit, ne peuvent vraiment pas faire grand-chose. Je souscris à ce qui a été dit par les autres intervenants. Effectivement, donc les compagnies aériennes doivent rembourser les frais qui sont exposés par les passagers pour se loger lorsqu'ils ne sont pas sur leur lieu d'habitation. Mais sinon, voilà, les compagnies aériennes pâtissent autant que les passagers de ce genre de situation, puisqu'elles sont très très impactées aussi. Jean Serra, est-ce que le secteur de l'aviation doit absolument s'adapter à tous ces aléas climatiques ? Parce qu'il risque d'y avoir d'autres épisodes, évidemment, et de plus en plus intenses. Non, mais tout le secteur de l'aviation est déjà préparé à cela. Même nous, lorsqu'on fait nos études de pilote, on nous apprend tout de suite à, justement, ne pas nous engager dans des situations qui pourraient être catastrophiques. Donc, lorsqu'on est face à des éléments extrêmement périlleux comme des orages, des choses qui peuvent vraiment atteindre la sécurité des vols, par exemple des chutes de grêle extrêmement importantes, on est formé pour éviter cela. Et s'il faut se détourner vers un autre aéroport, et bien sûr, cela implique des retards pour les passagers, mais la priorité des priorités, c'est la sécurité. C'est vraiment essentiel. Alors maintenant, effectivement, s'il y a
du réchauffement climatique, s'il y a des zones, par exemple, on va dans certaines zones, je me rappelle les zones qui sont touchées par la mousson et tout ce qui s'ensuit, où vous êtes pendant des jours et des jours avec des contraintes météorologiques qui sont vraiment catastrophiques. Mais alors, Jean Serra, est-ce que ça veut dire qu'il sera de moins en moins sûr de prendre l'avion ces prochaines années? Non, non, non. L'avion est sûr, déjà. Rassurez-vous là-dessus. C'est un des moyens de transport les plus sûrs qui existent. Et les équipages sont formés justement, y compris les infrastructures au sol, sont formés pour dire « Eh, là, on arrive dans une zone dangereuse. Ok, vous faites attendre les avions, ils décollent pas. Vous faites attendre les avions qui doivent venir vers notre terrain pour leur dire « Écoutez, pour l'instant... vous ne pourrez pas vous poser, donc ne venez pas. » C'est comme ça que l'on anticipe de manière à ne pas mettre les passagers en risque. Merci beaucoup Jean Serra pour toutes ces explications. Alors il y en a deux qui devraient fermement accrocher leur ceinture, c'est Emmanuel Macron et François Bayrou. Ils sont tous les deux victimes de turbulences ces derniers jours. Le président français est à Toulon où a eu lieu un conseil des ministres franco-allemands. Emmanuel Macron était aux côtés du chancelier allemand. Il s'est exprimé sur la situation en France. On va en parler avec notre correspondant à Toulon, Hugo Capelli. Vous avez assisté à cette conférence de presse qu'il a donnée et vous avez choisi de le questionner sur la décision de son Premier ministre de solliciter le vote de confiance. Oui, c'était important d'entendre le président sur la situation politique du pays, sur ce vote de confiance le 8 septembre prochain. Il n'avait encore rien dit publiquement. Comment le chef de l'État a-t-il pu accepter, lui qui veut de la stabilité, que le sort de son gouvernement soit mis entre les mains des députés à l'Assemblée nationale? Eh bien, Emmanuel Macron, face aux journalistes, a assumé ce risque pris. Voici ce qu'il nous dit. J'ai eu une longue discussion avec le Premier ministre et je pense qu'il a raison de mettre en responsabilité les forces politiques. Emmanuel Macron, qui fait toujours confiance à François Bayrou, qui le suit dans sa démarche et qui pense qu'il peut toujours être l'homme de la situation pour négocier un budget dans les prochains mois. Oui, mais voilà, en l'état, les partis politiques d'opposition menacent toujours de faire tomber ce gouvernement. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs tenté de lancer un appel aux socialistes. On verra s'il a été entendu. On en a aussi profité pour poser une autre question au chef de l'État. Que faut-il faire si nous entrons dans une nouvelle crise politique? Faut-il une dissolution à ce sujet? Il ne répond pas. Faut-il sa démission? Là-dessus, il est beaucoup plus clair. Emmanuel Macron a promis qu'il irait, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de son mandat, même si des responsables politiques appellent à sa démission. Merci beaucoup. Et pour en parler, il y a toute une équipe qui vient tout juste de me rejoindre. Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, président de l'Institut Sapiens. À votre droite, Benjamin Amar. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la direction de la CGT 94 et enseignant. Serge Faubert. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste et fondateur de Pure Politique. Martin Garagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes conseiller national Renaissance. Et enfin, Charles Sapin, bonsoir. Journaliste politique Le Point. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qui pensait que François Bayrou était lâché de toutes parts? Finalement, il a encore un soutien. Charles Sapin. Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être... Est-ce que c'est un soutien qui vous étonne, en tout cas, aujourd'hui? Alors, non, pas du tout. Et je pense même que c'est un soutien un petit peu intéressé. Pourquoi? Parce que derrière ce soutien, le chef de l'État essaie de gagner un peu de temps parce que, bon, finalement, arithmétiquement, à moins que François Bayrou revienne sur sa décision d'engager sa responsabilité, son sort est scellé. Et la situation est extrêmement périlleuse, non plus pour le Premier ministre, puisque c'est fini, mais pour Emmanuel Macron. Parce que une fois que François Bayrou aura chuté... Vous voulez dire que le président sera en première ligne? Le président de la République n'aura face à lui que des mauvais choix. Nommer un nouveau Premier ministre issu du bloc central, d'accord, mais vous connaissez la définition de la folie d'Einstein. C'est penser que des causes identiques produisent des effets différents. Finalement, il pourrait reprendre l'idée de François Bayrou en mai dernier, décider de passer son budget par référendum. Dans ce cas, il faut convaincre les Français. Bon courage. Et s'il échoue, il sera obligé de démissionner. Enfin, il y a cette dissolution. Mais une dissolution, en l'état des sondages, c'est un marche-fin. Le Rassemblement national est en position de force. Et 18 mois avant la présidentielle, le risque,
c'est que ça leur serve de marchepied pour la présidentielle. Et Emmanuel Macron restera comme celui qui a en fait été le marchepied du Rassemblement national pour 2027. Je vois que vous avez envie de réagir. Je vais juste vous faire écouter les propos d'Emmanuel Macron pour qu'on soit bien au courant de ce qu'il a dit pour François Bayrou. Vous allez me dire si c'est un réel soutien pour vous. Écoutez le président de la République aujourd'hui. Moi, je veux croire que le travail que le Premier ministre va mener dans les prochains jours va permettre de convaincre que, même s'il y a des désaccords sur les mesures techniques, parce que tout est évidemment à discuter, même s'il y a des désaccords sur telle ou telle solution, il peut y avoir au moins des chemins d'accord sur le constat. Je note d'ailleurs que de l'autre côté du Rhin, il apparaît qu'un parti conservateur avec un parti socialiste arrive à travailler ensemble sur des constats communs. Ils ont des différences sur... Puis ils les règlent en discutant. Enfin, ils ont quand même un constat commun sur... Donc c'est pas totalement fou ce que propose le Premier ministre. Ça existe pas si loin de chez nous. Serge Faubert, est-ce que c'est réellement soutenir le Premier ministre que de dire finalement, c'est pas complètement fou ce qu'il dit? Je crois que surtout, c'est pas un très bon soutien pour François Bayrou, c'est plutôt un boulet. Hein. Le président de la République est quand même peut-être le président de la Ve République qui est au plus bas dans les sondages. Donc on a le plus bas Premier ministre, plus le plus bas président de la République. Ça fait l'un et l'autre se tiennent chaud. Est-ce que c'est ça un soutien politique? Je sais pas. Ce que je vois, c'est que d'ores et déjà, il y a deux formations quand même qui ont pris dans le collimateur le président de la République. C'est d'un côté la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon l'a dit expressément. Il a dit il ne dissoudra pas, donc maintenant c'est lui qui bloque. Et Jordan Bardella qui dit exactement la même chose. C'est ou la dissolution ou la démission. Ce sont deux forces puissantes dans le pays et deux forces de rupture. Donc, le soutien du président de la République dans cette affaire, je crois qu'on est en phase d'une tournée d'adieu. François Bayrou dit au revoir à tout le monde. Il a fait d'ailleurs refaire Mediapart et Libération. On sent que ça émeut beaucoup le plateau, en tout cas. Libération et Mediapart nous ont appris ce soir qu'il a fait refaire son bureau à Pau, 40 000 euros. Voilà, on voit d'ailleurs le souci des économies. Donc, il va se réinstaller là-bas. Donc, il dit à tout le monde au revoir. Et il dramatise la scène au maximum en espérant pouvoir revenir en 2027 en disant « Moi, je vous ai dit la vérité, vous ne m'avez pas cru, regardez où vous en êtes aujourd'hui et moi, je serai le sauveur. » Je pense que là-dessus, il se plante complètement. Il n'est pas Pierre Mendès France. Et il est quand même comptable des plus de 1000 milliards de dettes qui se sont accumulées depuis 2017 dans ce pays. Je vais d'abord permettre à Martin Garagnon de répondre, puisque je vous vois grincer des dents depuis tout à l'heure. Non, Allez-y, il en faut bien un pour défendre Emmanuel Macron. Effectivement, et je serai celui-là. J'écoute avec beaucoup d'attention, mais effectivement, je ne peux m'empêcher quand même d'évaluer un peu ces arguments avec un sourire, une forme d'ironie, parce que le président de l'extrait que vous avez passé, il a raison de rappeler que nous sommes le seul pays en Europe à considérer que lorsqu'il y a un problème à l'Assemblée nationale, la solution est en dehors de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle ne s'entend pas. On connaît maintenant la mathématique de l'Assemblée depuis les dernières élections, cette tripartition. Pour moi, il y a une grande clarification lors de cette dissolution et cette réélection de l'Assemblée, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Et donc, à partir du moment où vous faites le constat qu'il n'y a pas de majorité, vous êtes dans la contrainte de vous entendre, de discuter, de trouver des compromis. Nous sommes le seul pays en Europe à être incapable de le faire. Vous avez, le président parle de l'Allemagne, mais d'autres exemples existent en Europe, maintenant et avant. Vous avez des coalitions de projets, des majorités qui se font sur des textes, des partis qui se combattent pendant les élections, mais qui, lorsqu'il s'agit de voter pour l'avenir de leur pays, sont capables de discuter et même mieux de trouver des solutions. Nous sommes le seul pays qui considérons que lorsqu'il n'y a pas de majorité, eh bien, on va revoter. Donc, on peut revoter, effectivement, à ce rythme, tous les ans, tous les 6 mois. Et chose quand même assez comique, parce que vous avez comme la France insoumise, vous l'avez rappelé très justement, vous avez deux forces d'opposition un peu dans la radicalité. Mais la France insoumise avait quand même annoncé son projet de motion avant même que le Premier ministre ne pose sa question de confiance. Donc, avant même la préparation de toute entame de discussion, la France insoumise avait dit par principe, nous ne serons pas d'accord. Et puisqu'ils sont jusqu'au boutiste, ils sont allés encore plus loin, puisqu'ils proposent la destitution du président de la République. C'est quand même une aberration, enfin, c'est quand même une plaisanterie. Là aussi, un extrait peut-être que vous diffuserez. En même temps, est-ce que ça vous étonne tant que ça? Ce n'est pas la première fois que la France... Non, mais c'est vraiment galvauder l'esprit de nos institutions, de considérer que le président de la République est responsable devant l'Assemblée. C'est une méconnaissance absolue de ce qui fait la force de notre
Constitution. Le président peut être destitué en cas de manquement grave à l'exercice de ses fonctions. Absolument pas en cas de désaccord entre des partis qui sont incapables même de discuter entre eux. Le vrai problème, il est là. Et le problème, c'est qu'on parle toujours de l'incarnation, qui après François Bayrou, il fait sa tournée d'adieu, etc. On peut commenter là-dessus. Mais le vrai sujet, on n'en parle jamais. Le vrai sujet, c'est que nous sommes dans une situation économique et budgétaire qui est grave, gravissime pour certains. On va avoir le temps d'en parler, justement. Il ne faut pas l'évacuer comme cela d'un revers de main. Et on ne parle jamais de ça. Quelle est la situation de notre pays? Quel constat on peut faire collectivement? Vous allez être ravis parce que ce sera justement le sujet de cette émission dans quelques instants. Olivier Babot, vous vouliez réagir?